Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la paracha de Ki Teitzei. Donc toujours dans le Sefer Devarim, c'est une paracha qui est très très riche en mitzvot. Il y a plus de 70 mitzvot dans cette paracha. Elle va traiter d'énormément de choses. Elle va traiter de la guerre, elle va traiter de commerce, elle va traiter de finances, elle va traiter d'acquisition, de mariage, de divorce, d'enterrement, de lois liées à la sécurité de l'individu, etc., etc. Elle parle de beaucoup de choses. J'ai choisi aujourd'hui de me baser sur un enseignement du Rav Sachs par rapport à cette paracha. Et l'enseignement se porte sur la répétition qui est faite dans cette paracha de la loi du Zachor. Zachor, c'est un passage qu'on va lire aussi à un autre moment dans l'année, c'est-à-dire que ce passage de Ki Teitzei, on le lit aussi aux environs de Purim, mais là, c'est vraiment le passage d'origine qui est dans la paracha de Ki Teitzei et qui nous enjoint à nous souvenir de ce que nous a fait Amalek. Donc je vous lis le texte. Zachor et asher asa lecha Amalek, rappelle-toi de ce que t'as fait Amalek. Baderer betzetrem mimitraim, en chemin lorsque vous sortiez d'Égypte. Asher karcha baderer, qui est tombé sur toi en fait, qui t'a pris par surprise en chemin. Veizanev bar, il est arrivé par derrière et il s'est attaqué kol hanecheshalim, à tous les faibles en fait, tous ceux qui étaient à la traîne dans le peuple, tous ceux qui étaient faibles, tous ceux qui n'avaient pas de motivation. Finalement, Amalek s'est attaqué à eux. Veata ayev ve'ayea, et toi, peuple juif, tu étais fatigué et faible. Velo yare elokim, et tu ne craignais pas Dieu. Le passage qui est rapporté ici parle de la guerre qu'il y a eu entre Amalek et les Bnei Israël. C'est la première guerre en fait à laquelle les Bnei Israël ont été confrontés à leur sortie d'Égypte. C'est-à-dire que on dit que tous les peuples du monde avaient entendu la grandeur d'Israël et les miracles que Dieu leur avait faits et le fait qu'ils avaient réussi à sortir en tant que peuple libre de l'esclavage, et tout le monde était impressionné et tout le monde avait peur d'eux. Et en fait, Amalek, c'est le premier qui a dit mais non, en fait, on n'a pas à avoir peur d'eux, on va les attaquer. Et donc il les a attaqués, s'en est suivi une guerre à la sortie de laquelle les Bnei Israël sont sortis victorieux, mais ça a quand même été un moment, ça a quand même été un choc en fait, ça a quand même été un moment marquant. Toujours est-il que on peut se poser la question de pourquoi cette histoire de se souvenir de Amalek est tellement importante et centrale. On avait deux ennemis à cette époque-là, en fait on avait les Égyptiens et Amalek. Si on compare, les Égyptiens, ils ont asservi le peuple juif pendant 400 ans. Ils ont tué tous les premiers-nés mâles juifs. Ils les ont empêchés d'avoir une vie normale. Ils ne voulaient pas les libérer. Il y a eu énormément de morts. Enfin, on pourrait s'imaginer que les vrais ennemis sont les Égyptiens et que Amalek, finalement, qui est un petit peuple qui a décidé d'attaquer les Juifs dans le désert et qui finalement n'a même pas gagné, on pourrait passer ça en second plan. Et en fait, pas du tout. On a l'impression que dans la Torah, au contraire, on nous dit... ce qui signifie « n'aie pas en horreur l'Égyptien, car tu as séjourné dans son pays ». On a l'impression que c'est quand même un peu ironique. On n'a pas vraiment séjourné dans son pays, on a été captifs, on a été esclaves en Égypte. Et pour autant, la Torah nous enjoint à ne pas détester l'Égyptien et à se souvenir de ce que nous a fait Amalek, à combattre Amalek, à lutter contre Amalek, à éliminer la moindre trace d'Amalek de la surface de la terre. Et la Torah nous dit même que Dieu lui-même mènera cette guerre contre Amalek. Alors on ne comprend pas bien ce qui se joue là. Pourquoi il y a un tel décalage? Le Rav Sachs nous dit que la réponse à cette question se trouve dans les Pirkei Avot. Donc dans les Pirkei Avot, c'est au Perek 5, Perek He, Pasuk, enfin Perek, Tetzain. Ça va nous parler d'amour. Et donc ça va nous dire Kol ahava sheitluya badavar, tout amour qui est conditionnel, tout amour qui est lié à quelque chose. Tout amour qu'on ressent parce que il y a des choses qui sont en jeu. Il y a des intérêts, il y a des enjeux. Dès que les intérêts vont disparaître, l'amour va disparaître. Batel davar, batla ava. Veshe ena tluya badavar, ena betla baolam. Un amour qui est inconditionnel, c'est un amour qui ne disparaîtra jamais. Le Rav Sachs nous dit que ce qu'on dit de l'amour à ce moment-là, c'est quelque chose qu'on peut dire également à propos de la haine. Toute haine qui est rationnelle, qui est logique, qui est liée à quelque chose d'autre, alors cette haine-là, on peut espérer qu'à un moment donné, elle puisse disparaître. Par contre, toute haine qui est irrationnelle, elle ne disparaîtra jamais. Pourquoi on va parler d'amour et de haine ici? Parce que les Égyptiens, quand ils ont asservi le peuple juif, ils avaient une haine envers le peuple juif, mais c'était une haine qui avait un fondement. On le dit dans le texte, ils ont regardé le peuple juif et ils se sont rendus compte que c'était un peuple qui était en train de croître et de se multiplier et de réussir, et ils se sont dit, si ça continue comme ça, et qu'il y a un des pays frontaliers qui veut entrer en guerre avec nous, il est possible que ce peuple juif, décide de s'associer à nos ennemis, d'entrer en guerre contre nous, et là c'est sûr qu'on va se faire massacrer. Donc en fait il y avait une menace un petit peu, c'était peut-être
de l'imagination, c'était peut-être de la paranoïa, mais c'était fondé. C'était quelque chose de rationnel. D'ailleurs, les historiens nous disent que avant l'esclavage en Égypte, les Égyptiens avaient déjà été envahis et il y avait déjà eu des invasions au niveau du delta du Nil par le peuple des Hyksos. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà connu ça et que du coup, ils étaient peut-être aussi échaudés par cette expérience. Et ce qui s'est passé ensuite avec les Béné Israël, c'était lié à une haine rationnelle. C'était une peur, c'était une haine rationnelle et on dit que cette peur et cette haine rationnelle, c'est quelque chose qui peut avoir une fin. Alors, petite précision tout de même, c'est pas parce que cette haine est rationnelle qu'elle est justifiée. Le sentiment rationnel ne veut pas dire que le sentiment est justifié. En l'occurrence, les Béni Israël, quand ils étaient venus à Goshen en Égypte, ils n'avaient absolument pas l'intention de s'établir, ils n'avaient absolument pas l'intention de rester, et ils ne constituent absolument pas une menace. Parfois, on a une haine qui est certes rationnelle envers quelqu'un, mais qui nous arrange bien aussi. Et si on creuse un petit peu, on se rendrait compte que cette haine n'est pas légitime et n'est pas justifiée. Seulement, elle est intelligible. La différence, c'est que là, Amalek, pour le coup, il décide d'attaquer les Béni Israël sans aucune raison. Il décide de s'en prendre précisément aux faibles, qui ne constituent absolument pas une menace. Il décide d'attaquer Israël parce qu'il est mu par une haine qui n'a absolument aucun fondement, absolument aucune rationalité, et uniquement de les attaquer par haine. Et cette histoire de Amalek et cette question de Amalek, en fait, ce qui est très fort là-dedans, et pourquoi c'est une paracha qui est très importante, et on dit la paracha de Zachor, c'est important que le plus de personnes possible puissent venir écouter quand on lit ce texte à la synagogue, etc. C'est parce que c'est quelque chose qui nous a poursuivis à travers toute notre histoire. Je m'explique, il y a de la xénophobie et du racisme qui peuvent être entre guillemets rationnels, c'est-à-dire que à l'époque, quand il y avait des tribus, chaque tribu avait son territoire et voyait une autre tribu comme une menace potentielle pour la nourriture, pour les troupeaux, pour le territoire, etc. Donc pour ça, ils s'entretuaient les uns les autres. Et ça s'est un peu civilisé, entre guillemets, mais pas vraiment, parce que quand il y a commencé à avoir des vagues d'immigration dans tous les pays, alors à nouveau, l'immigrant est vu comme une menace parce qu'il est différent, parce qu'il n'est pas intégré, parce qu'il peut peut-être être dangereux, parce qu'il n'a peut-être pas les mêmes pratiques que nous. Il y a quelque chose de fondé. Je dis toujours pas que c'est justifié, je dis que c'est intelligible et c'est fondé. Et d'ailleurs, normalement, quand c'est quelque chose d'intelligible et de fondé, au fur et à mesure des générations, lorsque les enfants des immigrés réussissent à s'intégrer, à produire de la croissance, à avoir des emplois et à créer de la richesse dans le pays, alors ce racisme et cette xénophobie devraient disparaître. La différence avec l'antisémitisme dont on parle ici par rapport à Amalek et dont on parle par rapport à toute notre histoire, c'est que l'antisémitisme n'a aucun fondement et n'a aucune justification rationnelle. C'est-à-dire qu'à travers les âges, on a d'abord accusé les Juifs d'empoisonner des puits. On les a accusés de propager la peste. On les a accusés de commettre des meurtres rituels. C'était des choses qui n'avaient aucun fondement et qui étaient vérifiables comme étant fausses. Mais ça n'a absolument pas dérangé tous ceux qui étaient antisémites. Et c'est pas parce que le monde ensuite a été ouvert à plus de culture et qu'il y a eu le siècle des Lumières que les choses se sont améliorées. Au contraire, avec le siècle des Lumières, avec l'arrivée de plus de connaissances et de culture, on a accusé les Juifs à la fois de tout et de son contraire. On les a accusés d'être riches, on les a accusés d'être pauvres et de siphonner les caisses du pays, on les a accusés d'être des capitalistes, on les a accusés d'être des communistes, on les a accusés d'être toujours entre eux et toujours de côté, et au contraire, on les a accusés de s'infiltrer dans toutes les strates de la société et de s'immiscer et de prendre les décisions, on les a accusés de contrôler les médias, on les a tout le temps accusés de tout, sans que ce soit vraiment fondé. C'est-à-dire que partout, les Juifs ont fait de leur mieux pour s'intégrer, et partout, finalement, ils se sont heurtés à un rejet, à une haine irrationnelle, incompréhensible. Et c'est ce que dit d'ailleurs Théodore Herzl dans son livre Une solution à la question juive. Partout, nous avons loyalement tenté de nous fondre dans les communautés nationales qui nous entouraient et de ne conserver que la foi de nos pères. C'est en vain que nous sommes de bons patriotes et nous le sommes parfois de façon démesurée. C'est en vain que nous consentons les mêmes sacrifices de nos vies et de nos biens que nos concitoyens. C'est en vain que nous nous efforçons de rehausser la gloire de nos patries dans les lettres ou dans les sciences. Dans les pays où nous sommes nés, où après tout nous vivons depuis des siècles, nous sommes considérés comme des étrangers, souvent même par ceux dont les ancêtres n'y étaient pas encore arrivés dans le pays, alors que nos pères y exhalaient leurs soupirs. Et donc, tout ça pour conclure là-dessus, sur cette question de Amalek, et pour comprendre pourquoi ce souvenir d'Amalek est tellement central et important dans la tradition juive, parce que le fait de se souvenir, c'est le fait de se rappeler que c'est pas quelque chose contre lequel on peut lutter. Et comme on peut pas lutter contre ça, alors il faut toujours rester alerte, parce que c'est quelque chose qui peut nous attaquer tout le temps et à tout moment, et on doit toujours être vigilant là-dessus, et se rappeler à la fois de ce que représente Amalek, à tous les âges, à toutes les époques, et se rappeler également notre force et notre identité. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom, et je vous retrouve la semaine prochaine.